OK, alors bonjour tout le monde. Alors, c'est la période de révision. OK, donc, question numéro un. On était en train d'ouvrir un magasin de t-shirts, un magasin de détail. Alors, la durée du bail est de 5 ans. Le loyer annuel est de 300 000 payable en début d'année. Donc, ici, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que j'ai fait un calcul de vanne, mais c'était la première fois que j'avais ajouté le loyer à la question. Alors, au cours 6, on avait vu le loyer à part. Donc, qu'est-ce que vous faites normalement? C'est que vous calculez une vanne avec le loyer à part et vous ajoutez ou soustrayez la valeur actuelle du loyer après impôt. Mais il y avait plusieurs façons d'arriver à la bonne réponse. On va voir une façon, je vais mentionner une deuxième façon. On a l'opportunité de rénover pour 500 000 $. À la fin du bail, alors c'est un bail de 5 ans, les installations, les rénovations, qu'est-ce qui reste pourrait être revendu pour 20 000 $. Donc, on a 480 000 à déprécier, peut-être, dépendant de la méthode. Alors, si c'est les normes comptables, oui, on va déprécier 480 000. Les coûts fixes annuels sont de 120 000. Chaque t-shirt coûte 9 $ et peut être vendu pour 20 $. On s'attend à vendre 60 000 t-shirts par année. Un inventaire de 10 000 t-shirts est requis. OK, alors, un inventaire de 10 000 t-shirts, ça veut dire que on a un inventaire de 90 000 $ en tout temps lorsqu'on est ouvert. Mais cet inventaire est récupérable. Ça veut dire qu'à la fin du bail, on va écouler le 90 000 en t-shirts, on va l'écouler et donc on va le récupérer. Une caution de 150 000 est déposée en début de période et remboursable à la fin. Ça veut dire qu'on doit investir 150 000 au temps zéro. On va récupérer au temps t est égal à 5, on va récupérer ce 150 000. On est taxé à 30 % mais les gains capitaux sont taxés à 18 %. Le coût du capital est de 9,10 %. On assume que le projet est liquidé à la fin du bail, donc tous les cash flows vont être liquidés. Tous les cash flows sont en fin de période. Alors, avec l'exception du loyer qui est en début de période, tous les cash flows sont en fin de période et on reconnaît tous les crédits d'impôt immédiatement. Alors, si vous avez une perte en capital ou un gain en capital, on va reconnaître le crédit d'impôt immédiatement. OK, alors quel est l'investissement initial pour le projet? Alors, on aurait 500 000 pour les rénovations. On a besoin d'un inventaire additionnel de 10 000 t-shirts, donc ça veut dire 90 000 $ qui est requis au temps zéro. On a une caution de 150 000 qui est requis au temps t est égal à 0, donc on a 740 000. Ici, j'acceptais, si vous mettiez le 300 000, le premier loyer, j'acceptais les deux réponses. Donc, le 300 000 pour le premier loyer, vous pouvez inclure ça comme un cash flow au temps t est égal à 0. On n'en avait pas vraiment parlé, mais écoutez, je ne vais pas être chien à la correction, mais je vais être juste équitable envers tout le monde. Donc, si vous ajoutez le 300 000 ou si vous le mettez à part, c'est acceptable, du moment que vous avez bien traité le 300 000 par la suite. Donc, nos installations valent 500 000 au temps t est égal à 0. On utilise la méthode Double Declining Balance. Donc, la valeur au livre, les équipements vont perdre 2/5, Double Declining Balance, alors 2/5 de sa valeur à chaque année, de la valeur au début de l'année. Donc, 500 000, on perd 2/5, donc 200 000 de dépréciation la première année. Les installations vont valoir 300 000. On va perdre 40 % de 300 000, 120 000. Donc, à chaque année, les équipements retiennent 60 % de leur valeur. Et au temps t est égal à 5, à la fin du projet, la valeur au livre des équipements est de 38 880. Donc, n'oubliez pas qu'on peut revendre les équipements pour 20 000 $. Donc, on va avoir une perte en capital et donc le crédit d'impôt sur cette perte en capital, on va le reconnaître au temps t est égal à 5. C'est ça que ça veut dire, tout crédit d'impôt est reconnu immédiatement. Par contre, supposons que la valeur au temps 5 était de 18 000, la valeur ne peut pas tomber en dessous de 20 000 $. Quels sont les cash flows suite à l'adoption du projet? Donc, les ventes, c'est égal à la quantité vendue fois le prix de vente. Les coûts variables, les coûts des marchandises vendues, c'est le coût unitaire fois la quantité vendue. Les coûts fixes, on vous les donne, c'est 120 000 $. Maintenant, une erreur qui était commune à l'examen de cette session, c'est que dans les coûts fixes, tout le monde ajoutait 300 000 $. Ça veut dire qu'au temps 1, 2, 3 et 4, 1, 2, 3, 4, 5, vous ajoutez 300 000 $ de loyer. Un petit problème, c'est que le loyer était payé en début de période.
Une autre erreur commune que les étudiants ont faite, ils ont dit, ah, OK, vu que les cash flows sont en fin de période, je vais mettre 300 000 fois 1 plus I. Mais le 1 plus I, c'est tout simplement un peu d'ingénierie financière pour calculer une valeur équivalente pour mettre toutes nos rentes en fin de période. C'est 300 000 qui est payé. Si vous mettez 301 plus I, alors le taux d'intérêt est de 9,10 %. Alors 300 000 fois 1 plus I, c'est un 27 000 additionnel. Vous ne payez pas 27 000 additionnellement. Donc, c'était une autre erreur qui était commune. Et en plus, si vous mettez 327 000, le crédit d'impôt, c'est 30 % de cette valeur. Donc, quand vous payez 300 000 en début d'année, à la fin de l'année, vu que vous avez un bénéfice imposable qui est réduit de 300 000, vous avez 90 000 en fin d'année qui est reconnu. Donc, ce que moi j'ai fait ici, j'ai tout simplement j'ai calculé les cash flows en traitant à part le loyer et j'ai mis le loyer à la toute fin. Donc, je calculais le bénéfice brut. Par la suite, j'étais capable de soustraire la charge de dépréciation. Alors, dans le bénéfice brut, le loyer, je n'en tiens pas compte. Alors, par la suite, la dépréciation, ce qui vous donne votre bénéfice avant intérêt et impôt. L'intérêt est de 0, à moins que notre projet, c'est de renouveler notre dette. Notre bénéfice imposable est donné et on paye 30 % en taxes. Donc, si vous avez mis 327 en coût fixe ici, votre bénéfice imposable va être différent de 27 000 $. Et donc, les taxes vont être erronées. Alors, c'est une charge cash, les taxes. Votre cash flow va être erroné. Ça vous donne le bénéfice net. On rajoute la charge de dépréciation et ça nous donne le cash flow. Tous ces cash flows ne tiennent pas compte du loyer. Maintenant, ce que vous pouvez faire, quand vous calculez la vanne, vous avez votre investissement initial qui est de 740 000 ou 1040, mais je vais commencer avec 740 000 pour le début. Vous calculez, vous ajoutez la valeur actuelle de vos 5 cash flows et ça vous donnerait la valeur du projet excluant la valeur du loyer. Donc, si vous voulez, ce que vous pouvez faire par la suite, c'est d'utiliser la formule qu'on avait vue au cours 6, alors qui était le loyer, le 300 000 en début de période pendant 5 périodes, moins un crédit d'impôt de 90 000 en fin de période pendant 5 années. Donc, vous pouvez faire le traitement à part. Moi, ce que j'ai fait pour l'examen, j'ai tout simplement mis dans l'investissement initial, j'ai ajouté 300 000. Donc, au temps 0, j'ai un 300 000 supplémentaire pour le premier loyer. Au temps 1, 2, 3 et 4, j'avais le 300 000 qui était le loyer du début de chacune des périodes suivantes. Et au temps 1, 2, 3, 4, 5, je reconnaissais le 90 000 de crédit d'impôt sur le loyer. Donc, si je paye 300 000 de loyer et je paye 30 % en taxes, je vais réduire mes taxes de 90 000 par année. Donc, 300 000 avant impôt, c'est comme 210 000 après impôt, mais il faut tenir compte du bon timing des cash flows. Donc, le 300 000 qui a été versé au temps 0, j'ai un crédit d'impôt de 90 000 au temps 1. Le 300 000 au temps 1, j'ai un crédit d'impôt de 90 000 au temps 2. Le loyer au temps 2, crédit au temps 3. Le loyer au temps 3, crédit au temps 4. Le loyer au temps 4. La fin de la 4e année, c'est le début de la 5e année. Et ce qui me donnait un crédit d'impôt au temps t est égal à 5. Alors, Pylène, tu as une question pour moi? Donne-moi juste une seconde, je vais finir la pensée. Alors, qu'est-ce qui arrivait finalement? C'est qu'au temps t est égal à 0, je sais combien de cash a été versé en tout. Alors, 740, c'était l'investissement, plus 300 000 de loyer. Je connais par la suite mes 5 cash flows. Pour les 4 premières années, je vais soustraire 300 000 de loyer et je vais ajouter 90 000 de crédit d'impôt. Alors, j'ai 5 cash flows. Donc, c'est équivalent à un cash flow au temps 0 et 5 cash flows au temps 1, 2, 3, 4, 5. Une autre façon que vous pouvez le faire, vous prenez le 740 000 au temps 0, vos 5 cash flows qui excluent le loyer au temps 1, 2, 3, 4, 5, et par la suite, vous soustrayez la valeur actuelle après impôt du loyer. Donc, j'ai un investissement initial, j'ai 5 cash flows, alors vous pouvez soit exclure le loyer ou de le traiter additionnellement, mais en plus, à la toute fin, on a une valeur terminale. Quelle est cette valeur terminale? On va revendre nos installations, on va liquider nos installations, on va scraper nos installations et on va recevoir 20 000. La valeur au livre était de 38 000.
on reçoit 20 000, donc on a une perte en capital de 18 000. Et tous les pertes en capital, on va les reconnaître immédiatement. Donc, on va sur le 18 880 de perte en capital, on va avoir un crédit d'impôt de 18 dessus, donc 18 de cette valeur. On récupère notre caution de 150 000 et notre inventaire, les 10 000 t-shirts qu'on avait pendant toute la période, rendu le mois de décembre de la 5e année, on va tout simplement les liquider. Donc, qu'est-ce qui arrive normalement, c'est qu'on vend de l'inventaire et on va racheter de l'inventaire. Alors, on est tout le temps en train d'acheter et de vendre, acheter et de vendre, acheter et de vendre. À la toute fin, on va écouler notre inventaire. Alors, les 10 000 t-shirts qui restent, on ne va pas les renouveler au mois de décembre, on va tout simplement les écouler. Et donc, en conséquence, on va récupérer notre 90 000. Ou en d'autres mots, on ne va tout simplement pas payer 90 000 au mois de décembre de la 5e année. Donc, alors, si jamais vous voyez reproduire vos réponses au tableau A à 10, c'est tout simplement qu'une page précédente, je vais prendre vos chiffres. Alors, moi, je suis l'erreur. Alors, je demande aux étudiants de mettre tous vos cash flows au temps 0, 1, 2, 3, 4, 5 et la valeur terminale, parce que par la suite, je regarde la valeur actuelle nette, je regarde votre formule. Alors, je suis capable de suivre le début de la formule si vous m'avez mis les chiffres. Alors, au temps 0, on a un cash flow, on a 5 cash flows par la suite, et au temps 5, on a le dernier cash flow, ce qui permet de suivre l'erreur. Alors, je suis capable de vous donner une grosse partie de vos points. Bien sûr, pour avoir la réponse finale, pour avoir les 3 points totaux, il faut que vous ayez la réponse finale. Alors, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui arrive, c'est que si c'est 6 points, je vais donner 5 points si vous avez tout ce qui est ici. Si c'est 3 points, si vous avez tout ce qui est ici, c'est 2,5, puis ici, c'est le 3e point. Écoute, tout le monde est corrigé de la même façon, mais tout le monde est corrigé de la même façon. Alors, je ne me souviens pas comment j'ai corrigé en 2019. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que normalement, ma méthodologie, c'est que je donne 80 points pour la démarche, 20 points supplémentaires. Donc, si à un examen, vous avez un calcul de vanne, vous avez une formule ici, supposons que vous avez un projet qui a une durée de 7 ans. Alors, vous allez avoir un cash flow au temps 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Vous pouvez prendre cette formule, changer les chiffres pour les 5 premières années. Pour la 6e et la 7e année, vous prenez qu'est-ce qui est ici et vous le copiez 3 fois de plus et vous faites juste changer les chiffres et vous avez votre formule. Alors, c'est ça que je vous recommande de faire. C'est pour ça que je vous donne un 90 000 supplémentaire. Alors, quel est le taux de rendement interne? Alors, c'est le taux d'intérêt qui fait en sorte que la valeur actuelle des cash flows est égale à 0. Donc, Pilène, tu as une question pour moi? Donc, quel est le taux de rendement interne? J'ai tous vos cash flows. Cash flow 0, 1, 2, 3, 4, 5. Quel est le taux d'intérêt qui fait en sorte que la valeur actuelle de tous ces cash flows est égale à 0? Donc, voici la formule. Alors, ici, c'est 80 de vos points. Et si vous avez la réponse finale, vous avez les points qui vous manquent. Alors, je vais juste vous dire précisément, si vous utilisez Excel pour faire ce calcul, Excel a des problèmes. Il y a quelques formules. La formule valeur actuelle, la formule VAN et la formule taux de rendement interne, je ne sais pas pourquoi elle fonctionne mal. Elle accepte très mal le cash flow au temps 0. Je ne pourrais pas vous dire comment régler ce problème-là. Donc, si je vois la formule, je vous donne une grosse partie de vos points. La réponse finale, ça va être le reste. Si vous avez juste mis une réponse finale puis vous avez utilisé Excel pour faire votre calcul, je vous dis d'avance que je ne donne aucun point pour les formules électroniques. De même pour votre calculatrice. Si vous mettez cash flow 0 égale moins 1 040 000, cash flow 1 est égal 280 000, compute IRR, je ne vous donne aucun point pour ça. Alors, si vous avez la bonne réponse, je vais vous donner vos points, mais si vous n'avez pas la bonne réponse, je ne donne aucun point pour les boutons électroniques, que ce soit Excel ou votre calculatrice. Le taux de l'indice de rentabilité, c'est la valeur, on divise la valeur actuelle de tous les cash flows futurs divisé par l'investissement initial. Ça veut dire pour chaque dollar qui est investi, aujourd'hui, on s'attend à faire 10 cents de profit, grosso modo. Alors, c'est comme une approximation. Donc, la question 2, c'était exactement la même question avec la méthode inversée. Alors, c'était un autre groupe qui avait cette méthode. Alors, qu'est-ce qui arrive? La méthode inversée, c'est sum of digits. Alors, notre projet dure 5 ans.
1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, ça fait 15. La première année, vous avez la plus grosse charge de dépréciation, 5 sur 15. Alors, 5 quinzièmes ou un tiers de la valeur dépréciable va être de la première année. Au temps 0, l'équipement vaut 500 000. Au temps 5, l'équipement vaut 20 000. Donc, on a 480 à déprécier sur 5 ans. La première année, on a 5 quinzièmes ou un tiers de ce 480 000, qui est 160 000, qui va être déprécié la première année. La deuxième année, on a 4 quinzièmes du 480 000, 3 quinzièmes la troisième année, 2 quinzièmes la quatrième année et 1 quinzième l'année suivante. Pour Sum of Digits, j'ai 480 000 qui va être déprécié sur 5 ans. La première année, 5 quinzièmes de cette valeur. Le tiers, 160 000. 4 quinzièmes de 480 000 la deuxième année et 3 quinzièmes, 2 quinzièmes et le dernier 32 000 à la toute fin, 1 quinzième de 48 000 la dernière année. Donc, les charges de dépréciation, tous les autres calculs vont être pareils, mais les charges de dépréciation vont être différentes. De même, ça va être la même chose pour les examens. Alors, j'ai 3 ou 4 méthodes de dépréciation que je peux utiliser pour un calcul de vanne. Tous les examens vont être identiques, sauf que chaque groupe va avoir une méthode différente. Et ce ne sera pas la méthode linéaire. Alors, pour la question 3, c'est la même chose. Alors, question 3, c'était la méthode canadienne. Maintenant, vu que la méthode canadienne, elle a changé entre 2019 et 2020, si je vous demande la méthode canadienne, je vais vous le dire, je vais préciser. Alors, si vous êtes le groupe qui a la méthode canadienne, je vais préciser que le taux D, je vais vous le donner, quoi qu'il soit, et que ça va être avec le demi-taux pour la première année. Mais comme je vous ai dit en classe, la méthode canadienne, si on exclut le demi-taux pour la première année, ça devient tout simplement Double Declining Balance. La seule différence, c'est que tu n'as pas une valeur résiduelle. Alors, tu déprécies jusqu'à l'infini. Qui pourrait être d'ailleurs une autre façon que je pourrais poser la question. OK, alors ça, c'était la question 3. Alors, tout le reste était identique. OK, alors j'ai, à propos du demi-taux, du taux dégressif. Il y avait un examen, je crois que c'est l'automne 2018. Je vous disais que les équipements étaient vieux et que les charges de dépréciation de l'année la plus récente étaient de 200 000. Et c'était avec les normes canadiennes. Si les équipements sont âgés de plus que 2 ans et on vous donne la charge de dépréciation de l'année la plus récente, vu que les équipements perdent 20 de leur valeur à chaque année, ils retiennent 80 de leur valeur d'une année à l'autre. Et vu que la charge, elle est de 20 de la valeur au livre, si la valeur au livre perd 20 par année ou retient 80 par année, la charge de dépréciation de toutes les années subséquentes va être de 80 de l'année précédente. Donc, il y avait une question d'examen que je vous disais que l'année passée, la charge de dépréciation était de 200 000. Les installations sont âgées d'au moins 2 ans. Si l'année passée, la charge de dépréciation est de 200 000, cette année, la charge de dépréciation va être de 180 000. L'année prochaine, ça va être 80 de 180 000, de 160 000 et ainsi de suite. Donc, c'était pour cet examen, l'astuce, c'est que je ne vous donnais pas la book value au temps zéro. Je vous donnais tout simplement la charge de dépréciation pour l'année N, N étant assez grand. OK, alors question 4. Le taux sans risque est de 3 et le rendement attendu du marché est de 9,50 L'entreprise est imposée à 28 une compagnie financée par 4 sources. OK, alors, quelle est 500 000 obligations corporatives? Une obligation corporative avec votre calculatrice. Le prix d'une obligation corporative, c'est la valeur de l'obligation. Le prix, la present value de l'obligation. Toutes les obligations, je vais vous le dire tout de suite, on va avoir une valeur nominale de 1000 $. À l'émission, une obligation est généralement vendue pour sa valeur nominale, ce qui fait en sorte que le taux de coupon est identique au taux de rendement de l'obligation. Nous, on va avoir des obligations annuelles, comme on a vu en classe. Donc, si une obligation coûte 855 000, le prix d'une obligation, c'est la valeur présente de tous les cash flows futurs. Paye un coupon de 45 $ pendant 12 ans et à la toute fin, on reçoit 1 000 $. Donc, on est capable de calculer le taux de rendement de cette obligation. Le taux de coupon est de 4,5 %.
le taux de rendement serait de 6,25 %. Donc, 855,27 $, c'est égal à la valeur actuelle de 12 paiements de 45 $ et de 1 000 $ reçus à la toute fin. Quel est le taux d'intérêt qui rend cette équation vraie? Alors, present value, payment, future value, n est égal à 12, compute taux d'intérêt, 6,25 %. Encore une fois, pour certaines calculatrices, le 855 et 27, vous allez devoir le mettre en négatif. L'important, c'est que le 45 et le 1000 est de signe opposé au 855. Maintenant, une obligation corporative qui paye du 6,25 % en intérêt. Alors, en moyenne, elle paye 6,25 % en intérêt. Ce 6,25 % en intérêt qu'elle paye en moyenne par année est déductible d'impôt. Les actions, les dividendes et les gains capitaux ne sont pas déductibles d'impôt pour la compagnie. Pour la section B, on a 10 000 actions ordinaires. Donc, les actions ordinaires ne sont pas déductibles d'impôt, ni le gain capital, ni le dividende. L'action vient tout juste de verser un dividende de 4,20 $. Donc, le dividende qui a été versé hier est de 4,20 $ et chaque dividende croît à 1,25 %. Donc, le dividende dans une période serait de 4,20 fois 1 plus 1,25 %. Le bêta de la compagnie est égal à 1,10 $. Donc, le genre de question que je pourrais vous demander ici, quel est le prix d'une action ordinaire? Le prix d'une action au temps 0. Bien, la formule, c'est le prix au temps 0 est égal au dividende au temps 1 divisé par le rendement attendu par les actionnaires moins G, G étant le taux de croissance. Donc, on a besoin de savoir quel est le rendement attendu des actionnaires. Si on a bêta, le rendement attendu des actionnaires est égal au taux sans risque plus bêta fois la prime de risque du marché. Le taux sans risque te donne du 3 %, le marché te donne 9,5 %, le marché te donne 6,5 % de prime pour avoir pris du risque. Alors, on multiplie 6,5 % fois 1,10 et on rajoute le taux d'inflation de 3 %. Donc, les actionnaires de cette compagnie veulent du 10,15 %. Le prix d'une action au temps 0 est égal au dividende au temps 1 divisé par R moins G. Le dividende au temps 1, ça va être le dernier dividende versé de 4,20 indexé à 1,25 %, divisé par I moins G ou R moins G, le taux de rendement des actionnaires qu'on vient juste de calculer, moins le taux de croissance. Je vous dis tout de suite, soit que je vais vous donner le dividende dans une période, c'est D1. Si je vous dis que le dividende sera de 4,20, vous n'avez pas besoin de l'indexer. Si le dividende qui a été versé hier est de 4,20, vous devez l'indexer. C'est l'erreur qui revient à chaque période, à chaque session avec mes étudiants. Donc, on connaît le prix et on connaît le coût du capital pour une action ordinaire. Alors, les common shares sont atteints du 10,15 %. Alors, les actions privilégiées. L'action vient tout juste de verser un dividende de 3 $. Il n'y a aucune croissance attendue et le rendement attendu des actionnaires privilégiés est de 7,50 $. Donc, encore une fois, alors le coût des common shares, le rendement des common shares, des preferred shares est de 7,50 $. Le dividende est de 3 $. Il vient tout juste de verser un dividende, mais vu qu'il n'y a aucune croissance, le dividende dans une période sera de 3 $. Donc, le prix d'un preferred, c'est le dividende au temps 1 divisé par R. Alors, c'est une perpétuité. Ça veut dire qu'on s'attend à recevoir 3 $ par période jusqu'à l'infini. Cette valeur est égale à 3 divisé par 0,05. Encore une fois, avec votre calculatrice, vous pouvez faire le calcul d'une perpétuité. Alors, N, si vous mettez un chiffre qui est énorme, I, c'est le taux d'intérêt et paiement, c'est le 3 $. Compute present value va vous donner une réponse. Alors, il y a certaines questions par le passé. Juste pour mettre une astuce, j'ai mis un dividende qui était croissant pour un Preferred Shares. Alors, je pense que si vous regardez en 2018, il y avait une question où est-ce que j'avais un Preferred Shares avec un taux de croissance. S'il y a de la croissance, ça revient tout simplement à la question de B. Alors, le prix d'une action est égal au dividende au temps 1 divisé par R moins G. S'il n'y a pas de croissance, G est égal à 0, ça devient la formule de la question C. S'il y a de la croissance, vous faites tout simplement mettre un taux de croissance. OK, Alors, je les traite comme une action ordinaire. C'est ça. Une action privilégiée. Alors, si jamais tu as une action ou une action privilégiée qui n'a aucune croissance des dividendes, mettez tout simplement G est égal à 0. Alors, vraiment, la formule de B, tu avais de la croissance, alors G était égal à 1,25 %.
Mais dans la question C, il n'y avait aucune croissance, donc G est égal à 0. OK, merci. C'est bon? Donc, c'est toujours dans un an, le même privilégié. Mettons, s'il y a un G, c'est dans un an. Les dividendes dans un Oui, an. c'est tout le temps le dividende dans un an. Mais s'il n'y a aucune croissance, le dividende au temps 0 est égal au dividende au temps 1. Oui, OK, merci. Bon. OK, alors, quelle est la valeur au livre de la compagnie? Alors, la valeur au livre de la compagnie, c'est la valeur de toute la dette. C'est la valeur des actifs, la valeur des actifs nets, la valeur au livre. Donc, la valeur des actifs est égale à la valeur de la dette plus les fonds propres. Donc, vous calculez la valeur des deux dettes. Attends, oui, il y a un emprunt bancaire de 200 000 $ en plus. Donc, c'est la valeur au livre de... Alors, tu as 500 000 obligations. Quelle est la valeur des obligations? Alors, le 1000 $, il sera remboursé dans 12 ans. Aujourd'hui, chaque obligation coûte 855. Erreur commune, j'ai des étudiants qui m'ont dit que la valeur de cette dette était de 500 millions. Incorrect. La valeur de la dette, c'est 500 000 fois le coût pour une obligation. Si tu voulais rembourser ta dette, tu devrais payer 855,27 par obligation 500 000 fois. Donc, la valeur au livre de la dette, c'est 500 000 obligations à 855. On vous dit qu'il y a 10 000 actions au prix qu'on a calculé de 47,78. Encore une fois, je suis l'erreur. Plus, on a 2 millions d'actions privilégiées à 40 $ et on a une dette de 200 millions de dollars. J'ai beaucoup d'étudiants pour cet examen qui ont tout simplement oublié le 200 millions. Donc, la valeur au livre, la book value, la valeur comptable de cette entreprise, c'est un peu plus que 1 milliard, 1 milliard 185 millions. Quel est le coût de la dette? Bien, c'est égal à la proportion. OK, alors, le coût de la dette, c'est le coût moyen pondéré du capital, WACC. C'est une moyenne pondérée de toutes les sources de financement après impôt. Alors, commence par quelle est la valeur des obligations divisé par la valeur totale de l'entreprise. C'est le pourcentage de la compagnie qui est financé par des obligations. Et on a dit que chaque obligation chargeait de 6,25 % déductible d'impôt. Donc, pour chaque dollar qu'on paye en intérêt, on a 28 cents d'économie d'impôt. On a la valeur totale de tous les common shares, alors 477 800 000, divisé par la valeur totale de l'entreprise. Alors, quel est le pourcentage de la compagnie financée par des commons? Et les common shares, les actionnaires s'attendent à 10,15 %. Par la suite, on a la valeur totale des preferred qui est de 80 millions. 80 millions sur 1,15 milliard, c'est la proportion de la compagnie financée par des preferred. Et on dit que les actionnaires, c'est donné, les actionnaires privilégiés veulent du 7,5 %. Les actions et les actions ordinaires et les preferred ne sont pas déductibles d'impôt. Et finalement, on dit qu'on a 200 millions de dettes sur le 1,15 milliard. 200 millions, c'est de la dette qui charge du 6 %. Encore une fois, de la dette, elle est déductible d'impôt. Donc, pour chaque dollar d'intérêt versé, on paye 28 sous. On reçoit un crédit d'impôt de 28 sous. Donc, la moyenne pondérée de toutes les sources de financement est de 6,95 %. Je vais vous dire honnêtement, il y avait beaucoup de personnes qui avaient fait, rendu là, il y avait beaucoup de personnes qui avaient une erreur de calcul. Si jamais vous avez une réponse de 6,95 %, toute la page, elle est facile à corriger pour moi parce que je le sais que vous êtes arrivé à la réponse finale. OK, donc, pour le nombre de décimales, regardez, si vous avez une réponse qui est en milliards de dollars, okay, alors pour la question D, je veux dire, vous pouvez me mettre jusqu'à la scène. C'est un peu frustrant pour un prof que si j'ai une réponse de 1 milliard 185 435 000,000.12497, soit que vous arrondissez des cash flows, arrondissez ça, des valeurs, arrondissez ça soit à la scène près, ou même le dollar près, c'est acceptable pour des milliards. Écoutez, de toute façon, les cents, ça va juste être de l'arrondissement. Mais je vais vous dire tout de suite que pour des taux d'intérêt, quand vous faites un calcul, c'est à votre avantage de toutes les garder. Mais si vous avez la bonne formule, et à la toute fin, je remarque qu'à la question B, peut-être, alors supposons qu'à la question A, j'ai mis 2 décimales. Quand j'ai fait le calcul final, j'ai probablement gardé toutes les décimales parce que derrière ça, c'est fait avec Excel. Si à la toute fin, tu arrives à 6,9494 et plusieurs décimales, tu ne seras pas pénalisé.
Par contre, si tu arrondis à 6,95 %, je le sais que tu as la bonne réponse. Si j'ai une réponse de 7,17 %, là, je le sais qu'il y a une erreur à quelque part. Mais si c'est juste de l'arrondissement, je vais le voir parce que je suis la démarche. Tu ne seras pas pénalisé pour ça. Alors, tu peux garder autant de décimales que tu veux. Mais la réponse finale, écoute, si tu peux me donner 2 décimales, ici, j'aurais pu tout simplement arrondir à 6,95, ça aurait fait l'affaire. Mais moi, je le vois de toute façon. C'est pas comme les choix de réponse. Quand c'est des choix de réponse, si moi j'arrondis à 2 décimales puis tu les as toutes gardées, ou si moi j'ai gardé toutes les décimales puis toi tu arrondis à 2 décimales, les choix de réponse, vous avez peut-être remarqué pour la question 16 que vous arrivez à 300 $ près. Sur des milliards, 300 $, c'est pas beaucoup. Mais je sais que ça peut être frustrant pour un étudiant, mais quand c'est des questions à développement, vous n'allez pas avoir ce problème. OK, question numéro 5. Le taux sans risque est de 3 %, rendement du marché 9,5 %. L'entreprise est imposée à 28 %. Alors, c'est la même question, mais les chiffres étaient différents, vu que j'avais un groupe qui était différent, le groupe du jeudi. Non, non, merci. Alors, vu que j'avais un groupe qui était différent, j'avais tout simplement changé les chiffres, mais c'était la même question. Alors, question 6. Les camions sont actuellement remplacés à chaque 5 ans. Alors, on va regarder si ça vaut plus la peine de remplacer à chaque 4 ans. Donc, c'était les diapos du cours 5. Alors, un projet qui est renouvelé après chaque 5 années. Un nouveau camion coûte 500 000 et on utilise le kilométrage, units of production, avec une espérance de vie de 400 000 km et une valeur résiduelle de 100 000 $. Donc, le camion doit être un méchant gros camion pour être 500 000. On va déprécier 400 000 $ sur 400 000 km, donc 1 $ par kilomètre. Alors, un camion, on veut l'utiliser 60 000 km par année. Alors, une charge de dépréciation de 60 000 par année. Par contre, on ne peut pas tomber en dessous de 100 000 $. Pardon. Les camions, à n'importe quel moment, un camion dans la première, deuxième, troisième, quatrième ou cinquième année, dans notre cas, quatrième ou cinquième année, on peut revendre le camion pour 250 000. Alors, à 500 000 $, pensez les gros camions qui sont utilisés en Alberta pour les puits de pétrole. Alors, les gros camions Tanka, taux comparatif de 40 %, gain capital taxé à 20 %. On reconnaît immédiatement un crédit d'impôt et le coût du capital est de 7 %. Quelle est la valeur du livre au livre du camion pour les 5 prochaines années? Alors, chaque kilomètre coûte 1 $. Chaque année, on va déprécier 60 000 $, mais le camion ne peut pas tomber en dessous de 100 000 $. Il n'y a pas de problème, on roule 300 000 km pendant 5 ans, donc 60 000 par année. 300 000 sur 5 ans, alors il valait 500 000 au livre au temps 0, il vaut 200 000 au temps 5. Si on le vend au temps 4, pour 250 000, on a une perte en capital de 10 000. Si on le vend au temps 5, on a un gain capital de 50 000. Pour une perte, on va avoir un crédit d'impôt. Pour un gain, on va avoir une taxe à payer. Et on les paye immédiatement. Alors, que sont les déboursés totaux après taxe si les camions sont vendus à chaque 5 ans? Donc, la charge de dépréciation pour chaque année va être de 60 000 $. Donc, on ne dit rien sur les coûts fixes. Alors, si on ne dit rien sur les coûts fixes, écoutez, assumez qu'ils sont constants. Alors, entre 4 et 5 ans, on ne dit rien sur les coûts fixes. Alors, c'est juste le crédit d'impôt, alors sur la charge de dépréciation. Donc, si au temps 1 jusqu'au temps 5, on impute une charge de dépréciation de 60 000, on va réduire nos taxes pour chacune des 5 prochaines années de 24 000 $. Pour chacune des 5 prochaines années, on va recevoir 24 000 $ de moins en impôts à payer. C'est comme si on recevait 24 000 $. On va vendre le camion au temps 5 pour 250 000. On a dit que la valeur du camion au temps 5 était de 200 000. Donc, on va faire un gain capital de 50 000 $ et donc, on va payer 10 000 en taxes sur ce 50 000 ou 20 % et on va racheter un nouveau camion pour 500 000. Donc, au temps 1, 2, 3 et 4, je reçois des crédits d'impôt de 24 000 $ et je paye 236 000 au temps t est égal à 5. Une petite note, j'ai certains étudiants qui ont mis un 500 000 au temps t est égal à 0. Tous les calculs demeurent identiques. La vanne, elle va juste changer de 500 000 $. Alors, si vous l'avez mis, si vous ne l'avez pas mis, écoute, il n'y a personne qui était pénalisé. L'important, c'est la valeur ajoutée. Donc, c'est la différence entre les deux. Ça ne va pas changer. Parce que si tu ajoutes 500 000 $ pour un projet 5 ans
et 500 000 pour un projet 4 ans, autant t est égal à 0, net, il n'y a aucune valeur qui est ajoutée ou enlevée. Alors, quelle est la valeur actuelle des 5 premiers cash flows? Alors, cash flow 1, 2, 3, 4, 5, escompté avec 1, 2, 3, 4, 5 périodes d'intérêt, donc la valeur actuelle. Quelle est l'annuité équivalente? Alors, quelle est 86 000 aujourd'hui? C'est équivalent à 21 000 au temps 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, 24 000, 24 000, 24 000, 24 000, 236 000 au temps 1, 2, 3, 4, 5 vaut 86 000 au temps t est égal à 0 et 86 000 au temps t est égal à 0 est égal à 21 000 au temps 1, 2, 3, 4 et 5. Quelle est la valeur actuelle des cash flows s'ils sont perpétuels? Mais c'est tout simplement la valeur du cash flow perpétuel divisé par le taux d'intérêt. Encore une fois, ça devient une perpétuité. Avec votre calculatrice, le paiement, c'est 21 000. Taux d'intérêt, c'est 7 %. Si vous mettez N est égal à 9999999, ça va vous donner une valeur actuelle de 303 000. Par contre, si vous n'avez pas 303 000 et je n'ai pas une formule, je ne peux pas vous donner des points. Alors, souvent, qu'est-ce qui arrive? C'est que je vais avoir des étudiants qui vont mettre 21 211 A, au lieu de mettre, puis à N, ils mettent tout simplement infini. C'est une formule. Moi, j'accepte ça. Je l'ai accepté. Donc, si j'ai une formule et vous n'avez pas la bonne réponse, je peux vous donner des points partiels. Et par la suite, qu'est-ce qui arrive si on revend les camions à chaque 4 ans? Alors, encore une fois, 24 000 de crédit d'impôt pendant 4 ans. On vend le camion pour 250 000. Le camion, il vaut 240 000, donc on va payer des taxes sur le gain capital de 10 000 2 000 de taxes à payer, et on va acheter un nouveau camion pour 500 000 au temps 4. Donc, la valeur actuelle de ces paiements au temps 1, 2, 3, 4, c'est 107 000. Donc, tantôt, c'était 5 ans. Alors, à chaque 5 ans, c'est comme si on payait autant, à chaque 5 ans, on payait 86 000 si on renouvelle notre projet à chaque 5 ans. Et si on renouvelle notre projet à chaque 4 ans, c'est comme si on payait 107 000 à chaque 4 ans. Donc, quelle est l'annuité équivalente? Alors, si on veut enlever les 4 ans et mettre ça annuel, 107 000 à chaque 4 ans, c'est équivalent à 31 000 par année. Donc, la valeur actuelle de 4 paiements de R à 7 % vaut 107 000. R vaut 31 850. Quelle est la valeur actuelle? Encore une fois, c'est le paiement divisé par le taux d'intérêt pour une formule de perpétuité, qui veut dire que la valeur actuelle de tous ces paiements serait de 455 000. Donc, quelle est la valeur de ce projet? Si on ne fait rien, on s'attend à payer, entre aujourd'hui et l'infini, on s'attend que la valeur actuelle de tous les paiements est de 303 000. Si on fait quelque chose, on s'attend à payer 455 000, donc on va payer 152 000 de plus si on renouvelle nos camions à chaque 4 ans. On détruit de la valeur et donc, en conséquence, on refuse le projet. Donc, si on ne fait rien, ça nous coûte 303 000. Si on fait quelque chose, ça nous coûterait 455 000. Donc, ça nous coûterait 152 000 de plus si on faisait ce projet. Donc, on refuse. Alors, ça vaut la peine renouveler le camion à chaque 5 ans. Pour la question 7, c'était la même question, mais le camion était remplacé à chaque 6 ans. Alors, c'est le même principe. Alors, pour les questions A, B, C, D, E, ça devrait être les mêmes réponses. Pour F, G et H, alors, on va avoir une charge de dépréciation de 24 000 par année. On revend le camion pour 250 000. On paye des taxes sur le gain capital. On achète un nouveau. Alors, on aurait 248 000 au temps 6. La valeur actuelle de ces 6 cash flows, ça nous donne, on trouve une rente équivalente et on calcule la valeur perpétuelle de cette rente équivalente, 200 000. Donc, si on renouvelle le camion à chaque 5 ans, ça nous coûterait 303 000 aujourd'hui. Toutes les dépenses nettes d'impôts au temps zéro, perpétuelles, 303 000. Si on renouvelle le camion à chaque 6 ans, la valeur actuelle de tous les cash flows serait de 200 000. Donc, en conséquence, on va créer 102 000 de valeur. On devrait renouveler le camion à chaque 6 ans.
Maintenant, pour des questions comme ceci, on assume que tous les autres cash flows demeurent constants et ça va être le cas pour l'examen. Pour votre examen, assumez que tous les cash flows sont connus et certains. Et question numéro 8, on a 3 projets, le projet A, le projet B et le projet C. Pour le projet A, on paye 250 000 et on a des cash flows de 90 000 pendant 7 ans. Pour le projet B, on a un cash flow de 300 000 et un investissement de 300 000 et des cash flows de 105 000 pendant 6 ans. Et pour le projet C, on paye 350 000 au temps zéro et on a des cash flows de 72 000 pour chacune des 5 prochaines années. Donc, la question A, elle avait une pogne dedans. Alors, quel est le taux d'indifférence entre les projets A et B? Alors, le taux d'indifférence, c'est le taux d'intérêt qui fait en sorte que le projet A a la même valeur que le projet B. Donc, quelle est la valeur du projet A? 250 000 au temps zéro négatif, plus 7 paiements de 90 000 au temps 1, 2, 3, 4, 5 et 6, 7, escompté au taux d'intérêt I, notre taux d'indifférence, pendant cette période. Quelle est la valeur du projet B? 300 000 au temps zéro, plus 105 000 pendant les 6 prochaines années. Alors, 105 000 escompté au taux d'intérêt I, le taux d'indifférence du temps 1, 2 jusqu'à 6. Maintenant, pour faire ce calcul, vous devez tous mettre d'un côté et que vous avez d'un côté, vous avez 0 et tout le reste se trouve de l'autre côté. Donc, si je mets tout du côté droit, si j'ajoute 250 000 à gauche et à droite, le 250 000 ici va disparaître. Il va me rester moins 50 000 du côté droit. Si je soustrais au temps 1 90 000 de chaque côté, il va me rester 15 000 du côté droit et ainsi de suite. Alors, pour les 6 prochains cash flows, il va me rester 15 000, puis il va me rester le 105 000 de l'année il va me rester le 90 000, je veux dire, de la 7e année du projet A. Maintenant, pour faire ce calcul, cash flow 0 dans votre calculatrice, 50 000 négatif. Cash flow 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est 15 000. Cash flow 7, c'est 90 000. Si vous faites ce calcul, votre calculatrice vous donne un message d'erreur. Et c'était ça la pointe de cette question. Alors, 2 points sur 3 pour avoir la formule de bonne. Mais pourquoi est-ce que ça vous donnait un message d'erreur? C'est que les étudiants les plus futés, alors moi je l'ai vu, j'ai construit la question d'avance parce que je l'ai vu d'avance. Il n'y a aucun taux d'intérêt qui ferait en sorte que le projet B vaut plus que le projet A. Il n'y a aucun taux d'intérêt. Essayez avec un taux d'intérêt de 0, vous allez voir que le projet A vaut plus que le projet B. Et pour chaque taux d'intérêt par la suite, si vous utilisez un taux d'intérêt de 100 le projet A va toujours valoir plus que le projet B. Donc, c'est pour ça que la calculatrice donnait un message d'erreur. Donc, il n'y avait aucun taux d'indifférence parce que le taux d'indifférence était plus petit que 0 et ça devient absurde. Donc, le projet A vaut tout le temps plus que le projet B. Donc, si vous avez remarqué si vous avez remarqué qu'il n'y avait pas de taux d'indifférence, vous aviez les 3 points. Autrement, c'était une question qui était très facile. Alors, c'était une astuce. Alors, imaginez 58 étudiants qui lèvent la main pour la question A et 58 fois que je dois répondre aux étudiants, il n'y a pas d'erreur dans la question. Alors, quelle est la valeur du projet C? Bien, c'est tout simplement, alors ici, ça c'était vraiment des points qui étaient donnés. Alors, 350 000 au temps zéro, 72 000 cash flow 1, 2, 3, 4, 5, compute van, et ça vous donne votre réponse. Alors ici, pour des questions, vous allez pas, je vais vous dire tout de suite, vous n'allez pas avoir une question aussi facile à l'examen. Alors, quand j'ai une question qui est très bien réussie, je suis un peu plus sévère pour une réponse erronée. Alors, si quelqu'un avait fait une erreur ici, j'étais plus sévère dans les points. Mais l'important, c'est que tout le monde est corrigé de façon juste et équitable, donc tout le monde est corrigé de la même façon. À quel taux d'inflation le projet C devient attrayant? Donc, à 6,95 ce projet perd de la valeur. À quel taux d'intérêt, à quel taux d'inflation est-ce que ce projet devient attrayant? C'est quand le taux d'intérêt est égal à le taux d'intérêt réel est égal à 0,9464. Donc, à 6,95 ça voudrait dire que le projet vaut moins 54 000. À 0,95 la valeur du projet, elle est égale à 0. Donc, j'accepte les deux réponses. Alors, 1 plus 0,95 fois 1 plus
le taux d'inflation est égal à 1 plus 6,95 %. Ça vous aurait donné 5,94. Ou bedon, si vous faites tout simplement 6,95 moins 0,94, ça vous donnerait 6,00. Les deux réponses sont acceptables. Alors, lorsque la vanne elle est égale à 0, on ne fait pas de profit. Alors, le taux de rendement interne, c'est le taux d'intérêt qui rend la valeur du projet égale à 0. Donc, si le taux d'inflation est de 6 %, le projet C aurait 0 de valeur. Si le taux d'inflation est plus grand que 7 %, le projet C aurait une vanne positive, et ainsi de suite. Question 9. Une compagnie est actuellement financée par des obligations corporatives. 20 ans, d'une valeur de 1 milliard à 5,25 %. Le taux du marché actuel est de 5,05 %. Le rendement du marché. La pénalité, OK. Alors, le taux d'intérêt que la compagnie, aujourd'hui, c'est elle va renouveler 5,25 % à 5,05 %, une économie de 0,2 % par année sur 1 milliard pendant 20 ans. Si je rembourse cette dette, je vais payer 1 % du notionnel ou 1 % d'1 milliard, donc 10 millions. Cette pénalité est non déductible. Si on émet des titres, ça nous coûte 1 million plus 0,5 % du notionnel, donc ce serait 6 millions en tout. Alors, 0,5 % d'1 milliard, 5 millions, plus 1 million pour émettre des titres. Alors, ce 6 millions va être déprécié sur 10 ans. Donc, je vais payer 6 millions au temps zéro et pendant 10 ans, je vais déprécier 600 000 par année. Le taux d'imposition est de 33 %. Quelle est la vente du refinancement? Est-ce que ça vaut la peine de refinancer? Donc, si je paye une pénalité de 1 % pour avoir refinancé, je vais payer 10 000 au temps zéro, non déductible. Si j'émets des nouveaux titres, les nouveaux titres, ça me coûterait 1 million plus 0,5 % d'1 milliard, donc 6 millions émis au temps zéro. Et je vais être capable d'imputer une charge de dépréciation de 600 000 $ pour chacune des 10 prochaines années. Alors, ce 600 000, c'est une charge non-cash. Je vais recevoir un crédit d'impôt de 33 % de cette valeur, ou le tiers. Alors, je vais économiser 200 000 $ par année en taxes pendant 10 ans, escompté au nouveau taux d'intérêt qui est de 5,05 %. Donc, la valeur de 10 paiements de 200 000 par année, c'est 1,5 million. J'économise 0,2 % sur 1 milliard, ça veut dire que j'économise 2 millions par année en intérêt. Mais pour chaque dollar d'intérêt payé, je paye 30 % le tiers en taxes. Donc, pour chaque dollar d'intérêt économisé, je vais payer 33 cents de plus en taxes. Donc, le 2 millions par année, je vais multiplier par 67 % parce que pour chaque dollar qui est économisé, je vais payer 33 cents. C'est comme si je faisais 67 % après impôt. Alors, 2 millions fois 0,67 pendant 20 ans au nouveau taux d'intérêt. La valeur actuelle, elle est de 16 millions. Donc, quelle est la vanne du projet? Je vais payer 10 millions au temps zéro, 6 millions au temps zéro. Le tax shield, il vaut 1,5 million. Et je vais économiser une valeur actuelle après impôt d'intérêt de 16 millions de dollars. Donc, net, je crée 2 millions en valeur, 2 154 000 en valeur. La vanne, elle est positive. Je devrais refinancer. Donc, je devrais accepter